Bonjour, je m'appelle Amandine Gay, je suis réalisatrice, autrice et une personne adoptée née sous le secret. Moi, j'ai grandi dans un contexte en France où la parole des personnes adoptées était quasi inexistante de l'espace public. Et moi, je suis née en 84 et c'est vrai que dans les années 90, à la télévision, effectivement, à part Surya Boanali, donc la championne de patinage artistique, il n'y avait pas beaucoup de filles noires adoptées qui existaient dans les fictions ou qu'on entendait parler dans les médias. Et c'est vrai que même très souvent, l'adoption, quand elle était abordée dans des termes qui ne me parlaient pas du tout, c'est-à-dire soit des questions morales, est-ce que l'adoption c'est bien ou pas bien, soit des questions humanitaires, qu'on allait sauver des enfants. Bon, moi j'étais née en France, voilà, je me sentais pas du tout représentée dans la narration. Moi je trouve qu'on est quand même un bon nombre de personnes adoptées qui sont aujourd'hui des adultes. Et on a beaucoup de choses à dire sur pourquoi l'adoption c'est politique, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne noire de grandir dans une famille blanche, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui ont été adoptées à l'étranger d'être séparées de leur pays d'origine, de leur culture d'origine. J'ai grandi dans une famille où effectivement mon frère et moi étions noirs et puis nos parents étaient blancs. Moi ça me posait pas de problème, c'est-à-dire que je voyais bien qu'on était différents avec mes parents, mais enfin puisque c'était la famille qui m'était donnée, pour moi elle était normale. C'est en allant à l'école que j'ai compris qu'elle était pas normale pour les autres. Et alors à l'école on a commencé à me dire mais elle est où ta vraie maman? Et cette notion-là, celle des vrais parents, qui seraient donc les parents biologiques, cette notion qui aurait une parentalité qui serait plus réelle que l'autre, ou plus valide que l'autre, ou plus légitime que l'autre, elle fait beaucoup de dégâts. Ça fait des dégâts bien entendu dans les familles adoptantes et pour les personnes adoptées, mais elle fait aussi des dégâts pour les familles de naissance. C'est pas quelque chose de sain de mettre comme pression que ce serait la vraie famille, quand en fait les liens familiaux aussi sont des liens sociaux, et il se peut que vous rencontrez votre famille de naissance et que vous n'ayez pas grand chose en commun avec eux, et donc c'est aussi important de dénaturaliser ça. L'adoption transraciale ou l'adoption en soi n'a pas vraiment été un problème dans ma famille. C'est effectivement devenu un problème quand je suis allée à l'école et où, au-delà de la question de où était ma vraie mère, on m'a dit je veux pas te donner la main, t'es noire, etc. Donc pour moi, l'enjeu, il a été plutôt celui du racisme que celui de l'adoption. C'est un sujet en France qui est quand même plutôt tabou puisqu'on a du mal, de façon générale, à aborder les questions raciales. Donc aborder ce que ça veut dire qu'être une personne noire, asiatique, dans une famille blanche, là ça veut dire accepter que la différence n'est pas forcément une chose menaçante ou dangereuse et que c'est une chose par contre qu'on ne peut pas nier au nom de l'universalisme. Très souvent il va y avoir un discours dépolitisant selon lequel l'amour peut tout, on est une famille donc on ne voit pas les différences. Mais c'est pas rendre service à un enfant racisé. Être une personne racisée ça veut dire qu'un certain nombre de représentations sont apposées à qui vous êtes dans une société où vous n'appartenez pas au groupe majoritaire, donc comme moi, je suis perçu comme noir et traité comme tel. Si j'étais un garçon noir par exemple, je rentrerais dans les statistiques qui disent qu'un garçon noir a 8 à 10 fois plus de chances d'être contrôlé par la police s'il a entre 18 et 25 ans qu'un garçon blanc. Et ça, les parents adoptants doivent le savoir. Bien accompagner son enfant tout au long de sa vie, c'est savoir qu'il va être contrôlé par la police, qu'il va être victime de profilage racial, qu'on doit s'assurer qu'il a bien sa carte d'identité avec lui. Ça ne fait pas partie de façon systématique de la préparation des candidats à l'adoption ou de l'accompagnement des parents adoptants, et donc c'est dommageable aux personnes noires, par exemple, et en particulier aux garçons noirs qui grandissent dans les familles blanches. Les chiffres de l'adoption internationale ont drastiquement baissé à partir du moment où les droits internationaux mettent des responsabilités au pays de départ, au pays d'accueil, se posent la question justement du bien-être des enfants et est-ce que c'est vraiment leur intérêt principal d'être déplacés d'un pays vers un autre, etc. On voit que de fait, les adoptions internationales décroissent et moi je pense qu'effectivement à terme, elles sont vouées à disparaître. Mais l'adoption en tant que pratique, elle a existé bien avant même sa formalisation sous forme de texte de loi et elle existera même s'il n'y a plus de loi qui encadre l'adoption. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de se dire comment est-ce qu'on pense, encore une fois, le faire famille, au-delà des liens biologiques, comment est-ce qu'on peut penser justement à la circulation des enfants, l'adoption simple, le parrainage, d'autres façons de faire famille qui peut-être justement rendront la vie plus simple à des personnes qui aujourd'hui se trouvent prises dans des conflits de loyauté parce qu'elles se sentent tiraillées entre plusieurs familles, entre plusieurs cultures et en fait il n'y a pas d'obligation de tenter justement ces ruptures totales avec la vie d'avant, avec les familles d'avant.